Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Pour le niveau baccalauréat 1, examen de français texte, chapitre 48. Partie 2. Chapitre 8. La partie 2 de ce chapitre du roman Le dernier jour d'un condamné, le texte. Bonjour, monsieur Salmon, monsieur Samson. Criaient des enfants perdus, pendus à des grilles. Un valet l'a suivi. Bravo, mardi. On criait de nouveau les enfants. Ils se sont assis tous deux sur la banquette du devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. Elle va bien, a dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. J'ai frémi de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. J'ai voulu regarder autour de moi, gendarme devant, gendarme derrière, puis de la foule et de la foule. Une mer de tête sur la place. Un piquet de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais. L'officier a donné l'ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille au moment où la charrette a tourné vers le pont au change. La place a éclaté en bruit. Du pavé au toit et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. C'est là que le piquet qui attendait s'est rallié à l'escorte. Chapeau bas, criaient mille bouches ensemble comme pour le roi. Alors j'ai ri horriblement aussi. Moi, j'ai dit au prêtre, eux les chapeaux, moi la tête, on allait au pas, le quai aux fleurs embaumé. Ces jours de marché, les marchandes ont quitté leur bouquet pour moi, vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais. Il y a des cabarets dans les entresols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place, surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises et des chafaudages, des charrettes, tout plié de spectateurs, des marchands de sang humain criaient à tue-tête. Qui veut des places? Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier. Qui veut la mienne? Cependant, la charrette avançait. À chaque pas qu'elle faisait, la foule se démolisait derrière elle et je la voyais de mes yeux égarés qui s'allaient reformer plus loin sur d'autres points de mon passage. En entrant sur le pont au change, j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière. Mon regard s'est arrêté sur l'autre, qui, au-dessus des maisons, a une tour noire isolée et hérissée de sculptures, au sommet de laquelle je voyais deux monstres de pierre assis de profil. Je ne sais pourquoi j'ai demandé au prêtre de ce c'était que cette tour. Saint-Jacques-la-Boucherie, a répondu le bourreau. J'ignore comme cela se faisait dans la brume, et malgré la pluie fine et blanche
qui rayait l'air comme un réseau de fils d'araignées. Rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé. Chacun de ces détails m'apportait sa torture. Les mots manquent aux émotions vers le milieu de ce pont au change si large et si encombré que nous cheminions à grand-peine. L'aurore m'a pris violemment. J'ai crié de défaillir dernière vanité. Alors, je me suis étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout, excepté au prêtre dont j'entendais à peine les paroles, entrecoupées les rumeurs. J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé. Ayez pitié de moi. Et je dis, oh mon Dieu, et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée, mais chaque cachot de la dure charrette me secouait. Puis, tout à coup, je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements et mouillé la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts. Vous tremblez de froid, mon fils? Me demandait le prêtre. Oui, et j'ai répondu, hélas, pas seulement de froid. Au détour du pont, des femmes m'ont plaint d'être si jeune. Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux blanches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule à tout me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. Le vaciller donc sur le banc ne prêtant même plus attention aux prêtres et au crucifix dans le tumulte qui m'enveloppait et je ne distinguais plus le cri de pitié, des cris de joie, les rires, des plaintes, les voix de bruit, tout cela était une rumeur qui désonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques. Une fois d'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais. C'était une dernière bravade, c'était une dernière bravade. C'était une dernière bravade de l'intelligence, mais le corps ne voulut pas. Ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte. J'entrevis seulement de côté, à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame qui vit de la cache. L'autre, c'est celle où et le drapeau, il avait beaucoup de monde et qui devait bien voir. Et la charrette allait et les boutiques passaient et les enseignes se succédaient écrites peinte d'oreilles et la populace riait et trépignait dans la boue et je me laissais aller comme à leurs rêves, ceux qui sont endormis. Tout à coup, la série des boutiques qui occupait mes yeux coupée. S'est coupée à l'angle d'une place. La voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore. La charrette s'est arrêtée subitement et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. Courage, a-t-il murmuré. Alors, on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre et je n'ai pu. Entre les deux laternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. Oh, c'était la réalité. Je me suis arrêté comme chancelant déjà au cours. J'ai une dernière déclaration à faire et je criais faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé
qu'on me laissa écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici toute prête et le reste est en bas. Question de compréhension. Question de compréhension. Première question. Qui est désigné par Monsieur Samson dans ce texte? Question 1. Qui est désigné par Monsieur Samson dans ce texte? La réponse. Monsieur Samson désigne le bourreau, la personne chargée d'exécution la peine d'exécuter la peine de mort par guillotine. Ce nom est devenu synonyme du bourreau en France à cette époque, notamment en raison de la célèbre dynastie de bourreaux Samson. Question 2. Où se déroule la scène décrite dans cet extrait? Où se déroule la scène décrite dans cet extrait? Justifiez votre réponse. La scène décrite, la scène déroule probablement près du lieu de l'exécution, peu de temps avant celle-ci. La présence d'enfants pendus à des grilles suggère une foule rassemblée pour assister à l'exécution. La phrase « Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas » indique que le narrateur est sur l'échafaud ou très près de celui-ci, prêt à être exécuté. Question 3. Quel est le sentiment dominant qui se dégage de la réaction des enfants? Le sentiment dominant qui se dégage de la réaction des enfants est une forme de curiosité morbide et d'insensibilité face à la mort. Leur cri de « Bonjour, monsieur Samson » témoigne d'une familiarité macabre avec le bourreau, dénuée de toute comparaison pour le condamné. Question 4. Que suggère la phrase « Un valet l'a suivi jusqu'à » jusqu'à. Quel est l'élément manquant? La réponse. La phrase suggère que le bourreau était accompagné jusqu'à un certain point. L'élément manquant est la précision du lieu où le valet a cessé de l'accompagner. Cela pourrait être jusqu'au pied de l'échafaud, jusqu'à la porte de la prison, ou à un autre lieu symbolique marquant la séparation entre la vie ordinaire et l'exécution. Question 5. Que signifie l'expression « Le reste est en bas » dans la dernière phrase? La réponse. L'expression « Le reste est en bas » fait référence à la guillotine elle-même. Dans la partie supérieure, le mouton est en hauteur, tandis que la partie inférieure, la bascule et le panier, se trouvent plus bas. La corde mentionnée est celle qui maintient le mouton et qui sera relâchée pour décapiter le condamné. Question d'analyse. Question 6. Analysez la ponctuation employée dans la première phrase. Quel effet produit-elle? La réponse. La première phrase. Bonjour monsieur Samson. Crier des enfants pendus à des grilles. Utilise le tiret quadratin pour marquer le dialogue direct. Le point d'exclamation pour souligner l'exclamation des enfants et la virgule pour séparer l'action de la parole et la description de la scène.
L'effet produit est de rendre la scène vivante et immédiate, en plaçant le lecteur au cœur de l'événement. Le point d'exclamation contraste avec la gravité de la situation, soulignant l'innocence ou l'inconscience des enfants face à la mort. Question 7. Identifiez le ton verbal dominant dans le deuxième paragraphe. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas. Quelle est sa valeur dans ce contexte? La réponse, le ton verbal dominant est le présent de l'indicatif. Et. Sa valeur dans ce contexte est un présent de vérité générale ou un présent atemporel pour décrire l'état des préparations de l'exécution, soulignant l'inéluctabilité de la mort. La mention du passé composé, monde lié, contraste avec ce présent marquant une action passée, mais dont les conséquences immédiates sont présentes. Question 8. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'expression pendu à des grilles pour décrire les enfants? Quel est son effet? La réponse. L'expression pendu à des grilles peut être interprétée comme une hyperbole. L'effet produit est de souligner l'empressement et l'avidité des enfants à assister au spectacle macabre, comme s'il était littéralement suspendu pour ne rien manquer. Cela renforce l'image choquante de leur fascination pour la mort. Question 9. Réécrivez la première phrase en utilisant le discours indirect libre. La réponse. Des enfants criaient bonjour à Monsieur Samson. Elle était pendue à des grilles. Question 10. Expliquez le rôle du connecteur logique mais au début du deuxième paragraphe. À la réponse. Le connecteur logique mais exprime une opposition ou une concession. Ici, il oppose l'action de délier les mains du narrateur à la réalité persistante et imminente de sa mort symbolisée par la corde, toute prête, et le reste de la guillotine en bas. Cette opposition met en évidence l'aspect illusoire de la liberté temporaire accordée aux condamnés. Question 11. Analysez le champ lexical de la mort, présent dans le deuxième paragraphe. La réponse, le champ lexical de la mort est clairement présent à travers des mots. Expressions suivantes. Corde, prête, reste en bas. Reste et en bas, des éléments concrets évoquent directement les instruments et les préparatifs de l'exécution imminente, créant une atmosphère de tension et d'inévitabilité. Question 12. À votre avis, quel est le niveau de langue utilisé dans cet extrait? Justifiez votre réponse en relevant des exemples. La réponse. Le niveau de langue dominant dans cet extrait est le niveau courant. On observe un vocabulaire accessible, enfant, grille, main, corde, bas, et des constructions syntaxiques simples. Il n'y a pas de termes familiers ou argotiques, ni de structures syntaxiques particulièrement complexes qui caractériseraient un niveau soutenu. Question 13. Identifiez une figure de style de l'analogie. Comparaison aux métaphores qui pourraient être associées à la situation du narrateur. Justifiez votre choix. La réponse. Une métaphore possible serait de comparer le narrateur à un animal pris au piège, comme un animal dont les liens sont temporairement relâchés mais qui voit le piège prêt à se refermer. Le narrateur est libéré de ses liens mais confronté à l'instrument de sa mort imminente. Cette métaphore souligne son impuissance face à son destin. Question 14. Quelle information cet extrait nous donne-t-il sur l'état d'esprit du narrateur? Justifiez votre réponse. La réponse, l'extrait nous donne peu d'informations directes sur l'état d'esprit du narrateur. Ces paroles sont factuelles et descriptives,
Cependant, la sobriété de son langage face à l'imminence de sa mort pourrait suggérer une forme de résignation ou de détachement. Question 15. En vous basant sur vos connaissances de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, quel est le thème principal abordé dans ce roman et comment cet extrait illustre-t-il? La réponse, le thème principal abordé dans Le dernier jour d'un condamné est la dénonciation de la peine de mort. Cet extrait illustre en présence la froideur et la mécanique de l'exécution ainsi que l'indifférence, voire la curiosité sale, malsaine du public, y compris des enfants, face à la mort d'un homme. Cela met en lumière l'inhumanité de cette pratique. Le sujet de production écrite, l'énoncé, le spectacle de la souffrance, voire de la mort, est-il une source de divertissement acceptable pour le public? Je répète la question, le spectacle de la souffrance, voire de la mort, est-il une source de divertissement acceptable pour le public? Dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes, développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples précis. Les critères de la correction. Et on passe maintenant à la correction de la production écrite. L'attrait du public pour les spectacles de souffrance et de mort soulève une question éthique fondamentale. Notre humanité peut-elle tolérer de faire du malheur d'autrui une source de divertissement? Si l'histoire témoigne d'une fascination parfois morbide pour de tels événements, des arènes romaines aux exécutions publiques, il convient d'examiner si cette propension est acceptable dans une société qui se veut éclairée et respectueuse de la dignité humaine. Nombreux sont les arguments qui s'opposent à l'idée que la souffrance puisse être un divertissement légitime. En premier lieu, un tel spectacle risque d'émousser notre sensibilité à notre empathie envers la douleur des autres, comme le suggère l'analyse du comportement des enfants face à l'exécution dans le texte précédent. Une familiarisation précoce avec la mort comme spectacle peut engendrer une forme d'insensibilité implicite dans l'analyse de la question 3 de notre conversation précédente. Au lieu de susciter la compassion, ces représentations pourraient encourager une prise de distance émotionnelle face à la réalité tragique de la souffrance. De plus, se divertir aux dépens de la misère d'autrui peut être perçu comme un manque de respect fondamental envers la personne qui souffre, réduisant son expérience à un simple objet de curiosité et de sensationnalisme. Cette objectification nie aux dignités et son humanité. Par ailleurs, l'histoire nous enseigne que les exécutions publiques présentées comme des exemples dissuasifs ont souvent eu des effets contraires, démoralisant le peuple plutôt que de l'édifier. Le plaisir tiré de la souffrance d'un condamné peut même alimenter un sentiment de cruauté et de violence au sein de la société. Enfin, dans une perspective plus contemporaine, l'exploitation de la souffrance et des fins de divertissement, que ce soit dans certains types de médias ou de spectacles, soulève des questions importantes sur la responsabilité éthique des producteurs et sur l'impact psychologique sur le public. En conclusion, si la nature humaine peut parfois être attirée par le macabre, considérer le spectacle de la souffrance et de la mort comme une source de divertissement acceptable apparaît profondément incompatible avec les valeurs d'empathie. De reste et de dignité humaine
qui devrait guider nos sociétés, de nos sociétés. Cultiver une sensibilité à la douleur des autres est un fondement essentiel dans notre humanité commune. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.